Alors, on apprend grâce à notre prochain invité qu'en France, il existe plus de 227 000 kilomètres de sentiers entretenus. C'est plus de 5 fois le tour de la Terre. Il est rédacteur en chef de Trek Magazine, il écrit pour le Guide du Routard. Il a publié plus d'une trentaine de livres sur la randonnée, dont le dernier, Île sauvage et merveilleuse. 50 randonnées France-Europe aux éditions Vagnon. On accueille tout de suite Sylvain Bazin. Merci beaucoup d'être avec nous, Sylvain Bazin. Bonjour, merci. Surtout que je sais que vous avez du mal à venir, parce que votre train était en retard. Ah oui, j'aurais préféré venir à pied. C'était mieux en rando, hein. Je pense que c'était plus sûr. Ah, Bon, avant toute chose, j'aimerais que vous nous parliez de la randonnée la plus célèbre de France. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec Sarah. C'est Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un parcours qui est emblématique entre la France et l'Espagne. Il y a 500 000 marcheurs qui ont foulé ces chemins rien qu'en 2025. Le réalisateur Yann Samuel en a même fait le décor de son dernier film avec Alexandra Lamy. Il est à l'affiche d'ailleurs, ce film. Il est sorti le 1er avril 2026. Sylvain Bazin, pourquoi est-ce que Saint-Jacques-de-Compostelle, ça séduit toujours autant ? Parce que ça s'inscrit dans une histoire vraiment séculaire. Hein. Ça commence vraiment au début du Moyen-Âge. Alors, en France, il y avait 4 voies principales qui étaient décrites déjà dans le Codex Calixtinus. C'est un manuscrit du XIIe siècle. Et la voie qui reste maintenant la plus empruntée, la voie du Puy, c'est une de ces 4-là. Et c'est celle qui a connu sans doute la première, le renouvellement, la redécouverte de ce sentier de pèlerinage à partir des années 1970, qui est passé finalement progressivement d'un sentier de pèlerinage, d'un sentier religieux, à un sentier de grande randonnée, puisque aujourd'hui, les milliers de pèlerins qui marchent, ils marchent certes pour une partie encore, mais mineure, pour des raisons purement religieuses. Et puis l'immense majorité, c'est à la fois pour la découverte, le plaisir de marcher et la dimension spirituelle de ce sentier. Parce que c'est un sentier... Oui, c'est pas un sentier comme les autres quand même. Non, c'est un sentier où on est à la fois plongé dans une belle nature. On marche notamment sur le chemin du Puy à travers une douce France. Entre le Puy et Conques, par exemple, c'est vraiment des très jolis paysages. Il y a les grands espaces de l'Aubrac, il y a des petits villages charmants. Ensuite, dans le sud-ouest, on peut faire des étapes un peu gastronomiques qui sont vraiment sympathiques aussi. Mais on a toujours aussi ce lien avec les pèlerins, les millions de pèlerins qui nous ont précédés sur ces chemins à travers les siècles. Et évidemment, tous les témoignages de cette spiritualité qui imprègne le chemin. Alors, c'est évidemment... ce sont des monuments importants, la Bastille de Conques, toutes les églises qu'on retrouve au fur et à mesure du sentier, mais aussi des choses plus petites, des croix de chemin, des témoignages comme ça de l'importance de ce chemin au fil des siècles. Mais dans ce que vous dites, je comprends en fait que la randonnée, c'est une vieille tradition française. Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt une mode, quelque chose d'un peu récent, mais pas du tout. Non, alors c'est vrai qu'en France, on est vraiment le pays sans doute qui a la plus longue histoire avec la randonnée. Alors, on peut aussi remonter avec nos amis suisses aussi, puisque il y a Jean-Jacques Rousseau aussi qui a beaucoup marché, puisqu'on parlait des philosophes tout à l'heure. Et c'est vrai que les premiers sentiers balisés en France, c'est 1830 dans la forêt de Fontainebleau, par un peintre. Ensuite, il y a eu le Club Vosgien, à partir des années 1870, qui a balisé tout un réseau de randonnée qui perdure encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis ensuite, à partir vraiment de l'immédiate après-guerre, dès 1947, il y a eu les premiers sentiers de grande randonnée, les fameuses balises blanches et rouges qu'on connaît encore actuellement et qui ont été déjà balisées. La première, c'était le long de la Loire, le GR3, dès 1947. Donc c'est toute une tradition qui vraiment perdure encore aujourd'hui. Alors évidemment, elle s'est dynamisée au fur et à mesure des années, et notamment ces dernières années. Alors il y avait une vraie dynamique, et puis c'est vrai que la crise sanitaire, le Covid, et l'envie de nous reconnecter en fait et d'aller à des choses qui ont du sens. Exactement. Ça nous a un peu poussé à ça. Sylvain Bazin, dans votre dernier livre que je montrais tout à l'heure, vous présentez les plus belles randonnées sur les îles françaises. Il y a par exemple le tour de Belle-Île-en-Mer. Dieu sait que c'est joli, Belle-Île en Bretagne bien sûr. C'est le GR 340 qui a été élu GR préféré des Français en 2022.
Pourquoi est-ce qu'elle est si particulière, cette randonnée? Moi, elle me fait très envie. Hein. Alors, elle est splendide d'abord parce qu'elle fait le tour de Belle-Île, qui est une belle île, comme chacun sait. Et c'est vrai aussi que c'est un peu un concentré de Bretagne. Hein. Il y a des petits villages, il y a des jolies plages, il y a des côtes sauvages, voilà, il y a les aiguilles de Port-Coton, il y a la pointe des Poulains, c'est vraiment très joli, c'est très varié. Et c'est vraiment un petit concentré de Bretagne, hein, un peu les paysages, les ambiances qu'on veut Incroyable, la retrouver beauté. sur le GR34, hein, donc le grand sentier des douaniers bretons qui fait lui plus de 2000 km. Mais à Belle-Île, on a un peu se concentrer en 87 km, donc on peut le parcourir en 5 jours. Et puis voilà, c'est un petit monde en soi qu'on a de la peine à quitter d'ailleurs à l'issue de la randonnée, je pense. Ah, c'est incroyable. Olfa, il y a une randonnée dont vous êtes particulièrement fière ou qui vous a plus touché qu'une autre? Le Kilimandjaro, que j'ai faite quand l'année même. dernière. C'est une randonnée, on va dire, d'une autre nature. En fait, je cherchais, comme je disais avant, dans les randonnées que je faisais naturellement, on va dire, les nouvelles idées et à me ressourcer et à gérer mon stress quotidien. Celle-là, je cherchais autre chose. J'ai cherché le dépassement de soi et j'ai cherché aussi à expérimenter des sensations plus fortes que d'habitude. En tout cas, bravo, Olfa. Vous m'épatez. Arnaud, je crois que vous devez vous préparer pour votre Oui. happy-thérapie. Donc, on vous retrouve dans quelques instants. Je change de tenue. Il y a des effets spéciaux et tout? Ça va être un truc de Ouh dingue. là là, mon Dieu. Vous n'êtes pas prêts, je pense. Ouh là là, oui, on n'est pas prêt. Qui dit rando dit équipement. Il faut bien mettre nos sandwichs dans un sac à dos. Lequel choisir? La réponse avec la happy-thérapie d'Arnaud. Ah oui, il y a des Question. effets spéciaux, oui. Alors, magique. Magique, J'ai magique. pas pris le métro, je suis venu comme ça. Alors, le plus important, c'est souvent de savoir, Sylvain, vous allez venir à côté de moi. Juste, j'aimerais savoir si s'équiper, il faut être confortable pour faire de la rando. Mais souvent, on a peur que ça coûte très cher. Parce que quand on va dans un magasin spécialisé, c'est vrai que ça peut monter très très vite. Donc, je me suis équipé et vous allez me dire si je me suis loupé ou pas ou si c'est bon. Déjà, on va commencer par les chaussures. C'est quand même le plus important. J'ai l'impression qu'elles sont assez robustes et qu'on peut passer partout avec ça. C'est bon. Ouais, ou pas c'est bien. Ça semble bien, en tout cas, pour faire des bonnes randos sur des terrains déjà engagés. Vous avez la cheville tenue, le pare-pierre, tout va bien. Deuxième étape, c'est le t-shirt. Et alors ça, c'est mon coup de cœur. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, quand on randonne, on démarre en plaine, il fait bon. Mais plus on monte, plus on peut se retrouver dans le froid. Et donc ça, c'est un pantalon qui peut se déclipser et devenir un short. Ouais, c'est toujours utile et c'est polyvalent, c'est pratique. Et votre t-shirt aussi, il est bien, il semble respirant, c'est ce qu'il faut. C'est ça, parce qu'il ne faut pas trop transpirer. Et... Non, puis il faut quelque chose qui évacue la transpiration et qui respire. Et qui tienne quand même un petit peu chaud aussi. Et alors après, le sac à dos. Celui-là, j'ai des lanières qui sont assez confortables. Et surtout ça, ce petit clip, est-ce que c'est aussi hyper intéressant pour maintenir vraiment le buste droit? Ouais, c'est bien pour avoir le sac à dos aussi bien plaqué sur le dos, que pareil, ça respire et en même temps ça tienne bien. Alors là, c'est un sac à dos de petite randonnée. Pour des distances plus longues, ça serait mieux d'avoir aussi une ceinture sur les hanches pour mieux répartir le poids et avoir un équilibre dans le sac qui est meilleur. J'en ai eu pour 13 €. C'est fantastique. C'est une bonne affaire. Ouais. Et alors après, ça, on en parle de plus en plus aussi souvent dans l'émission, c'est les bâtons. Est-ce que c'est pour faire le malin ou est-ce que vraiment les bâtons sont efficaces? Ceux-là, j'en ai eu pour 6 €. Ouais, alors pour 6 €, et ceux-là, ils sont très bien. Hein. Je les ai déjà testés, ils sont vraiment bien. Un petit peu, ils amortissent pas très bien les chocs, mais autrement, ils sont bien, ils sont légers. Et puis, c'est vrai que les bâtons, alors en montée, ça aide. Hein. On marche sur 4 pattes au lieu de 2. En descente, ça peut stabiliser, ça peut permettre d'amortir un peu la foulée et les appuis. Et c'est vraiment important. Quand on a du poids aussi sur le dos, ça permet de se tenir plus droit. Ou des enfants. Voilà, ou des enfants, exactement. Avec un porte-bébé, j'ai testé et ça marche très bien. Il faut des bâtons avec un porte-bébé. Eh bien, merci beaucoup. Je vais aller dans le public Merci. avec mes bâtons. À toutes. Merci beaucoup, Sylvain. 6 €, ça devrait aller. Sarah. Oui, il y a Caroline qui a une question pour Sylvain. Alors, que faut-il mettre d'indispensable dans son sac à dos? Hop. Alors là, j'avais complètement zappé. J'ai oublié de vous montrer l'essentiel. C'est ce qu'il y a effectivement dans le sac à dos. J'avais prévu un petit kit de survie. Vous allez me dire si c'est bon. Il y a la gourde d'1 litre minimum. Ah oui, ça c'est totalement indispensable. Faut pas être pris au dépourvu pendant qu'on monte. Oui, là, si on a soif, ça craint quand même. Important aussi, ça, moi, je me le mets pour moi-même, c'est la crème solaire. Parce qu'alors là, ça peut aller très vite sur le front. Surtout 50. nous, hein, Arnaud. Comment? Surtout nous, les Ah deux bah là, Anglais, là. nous, ça pardonne pas. Hein. Mm. Ça, c'est un répulsif moustique, mais surtout tique. Parce que souvent, faites attention quand vous randonnez.
vous pouvez vous retrouver 2 jours après avec une tique accrochée. Il n'y a pas tant de moustiques que ça, surtout quand on randonne un peu en montagne. Hein. Les Alors en tiques. montagne, il n'y a pas trop de moustiques. Des tiques, ça dépend de l'altitude tiques, oui. aussi, mais il faut bien s'inspecter Ah ouais. aussi Ah après ouais. chaque journée de randonnée. C'est Ça important. pardonne Et il pas. faut mettre des chaussettes aussi, j'imagine, si on peut quand même pour les tiques. Oui, non alors chaussettes, vêtements longs pour les tiques et les moustiques, mais ça n'empêche pas les tiques, ça se faufile et il faut toujours y J'ai faire un attention. ami qui en a eu un mal placé. Je vous le dis. Alors là, franchement, c'est pour ça, de l'importance de s'inspecter. On peut Et se là, sentir sous la très douche, seul il à- a fait What's that this? Et c'était un tic. Tu peux te sentir très seul à la pharmacie. Oui. Le couteau, très utile. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis il y a aussi un tire-bouchon, parce que si on fait la rando à plusieurs, il y a toujours des moments Avec conviviaux. modération, bien sûr. Bien évidemment. Et la dernière, qu'est-ce qu'on met dans cette petite trousse à pharmacie? Eh ben, on peut mettre, alors évidemment, de l'antiseptique, un antispasmodique, un antidiarrhéique. Spasmodique, c'est au cas où on a une petite allergie. Voilà, exactement, dans ces cas-là. Antidouleur, évidemment, on ne sait jamais. Un petit bandage quand même pour faire un strap si on s'est tordu la cheville. Voilà, des pansements anti-ampoules, ça peut servir aussi. Une pince à épiler pour enlever les tiques ou autres, les échardes et tout ça. Et puis, ciseaux, des choses comme ça, très, très basiques. Un petit peu de sérum physiologique, ça peut Un servir scanner également, une IRM. aussi. Voilà. On ne sait Mais ça jamais. tient, ce qui peut il y a des kits qui sont très bien faits, ça tient très, très vite. Et vous avez juste oublié peut-être quelque chose dans votre sac, Ça se pourrait? c'est la veste, la veste de pluie, de coupe-vent. Ah non. Toujours, notamment en montagne, il faut toujours prendre quelque chose, Ouais, mais bon. une polaire et un coupe-vent. Parce on ne sait jamais, le temps, on est dans la nature, le temps peut changer très vite et il faut quand même avoir ce qu'il faut en conséquence. Et peut-être même une couverture de survie, ça ne peut pas faire de mal non plus. Ça y est, j'irai plus jamais randonner maintenant que vous avez dit couverture de survie. Comment ça, on aurait besoin d'une couverture de survie?